Bonjour les bibliothèques et bienvenue à ce segment sur les fentes de Jung. Les fentes de Jung, en fait, c'est une des plus grandes expériences qu'il y a eu pour démontrer que la lumière était une onde. En fait, on va plutôt dire qu'elle peut se comporter comme une onde. Parce qu'en fait, je pense que je ne peux plus vous le cacher, la lumière a les deux comportements. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience qui démontre que la lumière a sans aucun doute un comportement ondulatoire. Avant de visionner la vidéo, je vous invite fortement à aller regarder la vidéo préalable qui est sur YouTube. Je vous mets le lien ici. Je vais le mettre aussi dans la description de la vidéo en bas. Vous ne pourrez pas bien suivre la vidéo présent si vous n'avez pas vu cette vidéo-là qui est extrêmement bien faite. En fait, la seule chose qui est importante, ce sont les 7 premières minutes du vidéo. Le vidéo complet est extrêmement intéressant, mais bon, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Les 7 premières minutes sont vraiment juste ce qui est important. Pour revenir un peu sur la vidéo que vous venez de visionner, c'est quelque chose qui m'a intéressé moi personnellement, cette histoire-là. Puis en fait, il y a même quelque chose d'assez drôle qui arrive à la fin, donc je vous raconte très rapidement. Comme on l'a bien précisé dans la vidéo que vous avez vue, Newton, qui était vu comme un roi, un dieu, c'est lui qui avait tout développé la théorie de la gravitation, disait que la lumière était une particule. Donc, comment astiner Newton? Je veux dire, il avait tellement une grande réputation que tout le monde se rangeait de son côté. Une personne que Newton respectait énormément, par contre, même s'il était très hautain, c'était Huygens, qui appelait affectueusement Eugenius. Huygens, c'est un des premiers à s'être opposé à Newton. D'ailleurs, il se servait des expériences que même lui avait fait, que même Newton avait réalisées, mais lui réussit à mieux les expliquer que Newton. Il parlait, entre autres, c'est le premier à avoir parlé de diffraction, du phénomène de diffraction que vous avez vu dans la vidéo avec l'image Google qui présentait, à savoir que les ondes peuvent, quand elles franchissent un obstacle, aller occuper, on peut dire ça comme ça, ils vont aller occuper l'espace inoccupé, contrairement à une bille qu'on lance. Ici, c'est en visionnant chaque source d'un front d'onde comme une nouvelle onde, ben on voit qu'à ce moment-là, elle va produire des cercles en sortant ici. Bon, c'est pas super important, là, c'est juste parce que, bon, ça fait partie de l'histoire un peu. Mais bon, c'était des belles idées, tout ça, ça expliquait bien les choses, mais il n'y avait pas de preuve définitive. Puis ça a pris à peu près 100 ans avant que quelqu'un d'autre arrive. Puis cette personne-là, c'est Thomas Young. C'est lui qui a découvert que la lumière se comportait comme une onde à partir de deux fentes. C'est le premier à avoir déterminé des longueurs d'onde associées aux couleurs qui sont exactes. Pour le fun, je vous donne le texte qu'il a écrit à la fin de sa publication, où ce qui dit que, si je vous traduis ça rapidement, c'est qu'on ne peut pas nier que tous les phénomènes qu'on observe, que je vais vous décrire dans la vidéo, sont possibles dus à l'interférence de la lumière. C'est pour ça que les phénomènes d'interférence qu'on a vus dans la vidéo précédente sont importants. On va s'appuyer là-dessus pour expliquer les fentes de Young. En passant, personne n'avait adhéré à ces travaux. Un Français, Fresnel, ça c'est le bout de l'histoire qui n'était pas rencontré dans l'autre vidéo. Ça arrive beaucoup dans l'histoire, c'est que c'est les Français qui vont arriver puis sont très rigoureux les Français dans leur façon de travailler. Comme ici, lui, il a tout fait les bases mathématiques, le développement de toutes les différentes équations qui pouvaient prouver la chose. C'est le premier à avoir observé que la vitesse de la lumière était constante. C'est le premier à avoir fait de la polarisation circulaire, qui est la technologie qu'on a développée dans les années 2000 pour regarder des films 3D. Donc, quand même, c'était quelqu'un d'intelligent. Il a décidé de présenter ses travaux à un concours de l'Académie des sciences de Paris. En fait, il représentait grosso modo les travaux de Young, mais pour lesquels il avait tout développé une bonne mathématique pour ça. Et il y a un juge du concours qui a dit que si cette théorie-là était vraie, la théorie des fentes de Young, à savoir que quand on fait passer un laser dans deux fentes, ça crée de la diffraction et qu'ensuite les différentes ondes qui ont diffracté partout peuvent entrer en interférence, Denis Poisson a essayé de discréditer ça en disant que si c'était vrai, puis qu'on envoyait de la lumière sur une bille, comme ça, sur une sphère, bille ou sphère, c'est pas important, à ce moment-là, tous les rayons lumineux qui viendraient diffracter sur le bord, donc qui viendraient occuper l'espace inoccupé, c'est ça qui est la diffraction, mais au centre de cette onde-là, vu qu'il n'y a aucune différence de marche entre les ondes, toutes les ondes devraient faire de l'interférence constructive. Fait que lui, pour se moquer un peu de l'idée de Young et de Fresnel, il a dit, si votre théorie était bonne, là, on devrait projeter la lumière sur une sphère, sur une bille, et on devrait voir à l'endos un petit point lumineux à l'endos de l'ombre. Il dit c'est complètement farfelu, ça n'a pas de sens. Il dit un tel résultat est totalement absurde. Fait que la théorie de Fresnel doit être fausse. Ça, c'est une vraie citation que j'ai trouvée de lui. Mais le président du concours, Arago, lui, il a dit ça, c'est pas une vraie citation. Par contre, il a dit on va checker ça.
Fait qu'il a essayé ça et cette espèce d'hypothèse-là qui servait à discréditer le modèle ondulatoire de la lumière est venue le renforcer. C'est ce qu'on appelle un experimentum crucis. Une experimentum crucis, ça se trouve à être une expérience qui, dans le fond, presque impossible, qui viendrait appuyer une théorie, puis qu'en bout de ligne, ça vient la confirmer. Comme ici, personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'on voit de la lumière à l'endos d'une ombre. Ça, c'est justement, c'est un laser qui a été projeté sur une toute petite bille, puis on voit le point lumineux en arrière. Donc, à ce moment-là, ça vient vraiment confirmer la théorie, parce qu'on sert d'une théorie pour prouver des nouvelles choses. Un autre exemple en passant qui est quand même d'actualité un peu, avec les choses qu'on entend un peu partout sur Internet, c'est le pendule de Foucault. Si vous voulez aller lire un peu là-dessus, le pendule de Foucault, c'est une expérience qu'on dit, si vous suspendez un pendule au-dessus de votre chambre, puis vous le faites osciller, puis vous revenez dans une couple d'heures, il n'y aura plus le même axe. Pourquoi? Parce que la Terre en dessous du pendule a tourné, et à ce moment-là, le pendule a changé d'axe. C'est une façon de prouver que la Terre est ronde. Et cette expérience-là le prouve hors de tout doute. Mais encore aujourd'hui, il faut croire qu'il y a du monde qui ne veulent pas trop y croire. Là. Bon, maintenant, ça, c'était juste l'histoire. Pas si c'était pour l'histoire, mais bon, je ne serai jamais questionné là-dessus. Maintenant, la chose importante. Voici un résumé de ce qui avait été dit dans la vidéo. On a deux sources qui vont faire de la diffraction. Ça, c'est ce qu'on appelle les fronts d'onde. Partout où il y a les trois lignes collées comme ça ici, ça représente un sommet de l'onde. Puis où ce que c'est juste blanc, ça veut dire un creux de vague. Comme on l'avait bien vu dans la vidéo, on voit que quand deux sommets se rencontrent ici, deux creux se rencontrent ici, deux sommets se rencontrent ici. Donc ici, le long du déplacement comme ça va toujours être un point où ce que les vagues vont avoir une haute amplitude. L'interférence va être constructive. En revanche, où c'est entrecroisé comme ça, l'onde comme ça est creuse versus l'autre ici qui est au sommet. Donc, où est-ce que ça s'enchevauche comme ça, là, ça ici, c'est destructif. À ce moment-là, ça ferait un point sombre à l'écran. Donc, partout où j'ai mis les petites explosions, c'est les points clairs. Où est-ce que les sommets rencontrent les sommets. Ça ici, ça fait les points clairs à l'écran. Une autre façon de le visualiser, on ne pourra pas toujours se fier à un schéma comme ça qui est quand même assez lourd. C'est bien de le visualiser, mais c'est pour voir toute l'ampleur de ce que ça prend. Donc, côté spatial, mais en bout de ligne, nous autres, on va toujours travailler avec deux rayons à la fois. Ici, pour dire qu'il y en a partout, mais on va juste en prendre deux de référence, un qui sort d'une fente, un qui sort de l'autre fente, puis on va regarder leur interférence, l'interférence qui va se produire à l'écran de ces deux ondes-là. Si vous vous souvenez dans la vidéo, il y avait à peu près même pas 1 millimètre entre les deux fentes, puis l'écran était à plusieurs mètres, plusieurs, peut-être 2-3 mètres plus loin que le système de fente. Donc on s'entend que ces deux rayons-là ne sont pas parfaitement parallèles, parce qu'en bout de ligne, ils se rencontrent, après une très grande distance, mais sont très proches de l'être. Donc ça va beaucoup nous simplifier la vie pour trouver la différence de marche. La différence de marche, je vous le rappelle, c'est la distance qu'une onde fait de plus que l'autre. Donc ici, la différence de marge dans ce schéma-là, c'est cette petite distance-là ici. Parce qu'à partir de cette perpendiculaire-là des deux droites, les deux ondes font exactement le même chemin pour se rendre à l'écran. En revanche, cette petite onde-là en bas ici parcourt cette distance-là de plus. C'est ça qui est la différence de marge dans le problème. D'autres variables qui vont être importantes. L, c'est la distance entre les fentes et l'écran. D, c'est la distance entre les deux fentes. On voit, et peut-être une dernière variable à dire, l'angle, ici, ça se trouve être l'angle du petit triangle qui a été construit ici. Mais je vous laisse vous convaincre que cet angle-là, c'est le même que l'angle ici, qui est l'angle auquel on va venir observer l'interférence à l'écran. Si on travaille avec le petit triangle qui est ici, sin θ, sin de l'angle qui est ici, par définition, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse étant le plus grand côté, celui qui est opposé à l'angle droit. Donc, sin θ, c'est opposé sur hypoténuse. C'est donc la différence de marge divisée par d. Si on fait juste envoyer le d de l'autre côté, on obtient que la différence de marge, c'est d sin θ. Si on compare avec les pellicules minces qu'on avait dans l'autre vidéo, je ne sais pas si vous en souvenez, mais la différence de marge géométrique, donc de la construction du système, c'était 2 fois l'épaisseur de la pellicule, plus une correction au besoin. En revanche, ici, la différence de marge, c'est d sin θ. On garde quand même le même esprit de travail qu'on avait avant, c'est-à-dire que la différence de marge va être la différence de marge qui vient de la géométrie, donc la différence de distance entre les deux ondes. Et ensuite, on va égaler ça à nos conditions, à la condition, dans le fond, selon ce qu'on travaille, selon ce qu'on veut obtenir, soit la condition d'interférence constructive ou la condition d'interférence destructive.
Ce qui est imagé ici, ce serait par exemple un angle qui correspond à une interférence constructive. Selon cette écriture-là, la différence de marge, c'est d sin θ, géométriquement, et parce que c'est des franges claires, ici qu'on a illustré, ben, cette différence de marge-là doit être égale à m lambda. Pour les franges sombres, la seule chose qui changerait, c'est que la différence de marge d sin θ devrait être égale à m plus une demi lambda. Les franges sombres, je les ai symbolisées par des points noirs ici. Ça se peut des fois qu'on ne soit pas équipé pour travailler avec des angles, c'est-à-dire des écrans circulaires comme c'est ici, mais qu'on ait des écrans plats. À ce moment-là, il faut juste faire un petit triangle ici pour venir chercher la valeur Y à partir de la valeur θ. Ici, on a un triangle, rectangle. Ça, c'est le côté opposé. Ça, c'est le côté adjacent. Et ça, c'est tan, la tangente. Donc ici, tan θ égale à Y sur L, c'est-à-dire opposé sur adjacent. En résumé, si je vous résume toutes les petites équations qu'on a vues, la différence de marge géométrique, c'est d sin θ. On va la mettre égale à m lambda si c'est constructif, m plus une demi lambda si c'est destructif. Donc m lambda pour les franges claires, m plus une demi lambda pour la position des franges sombres. Aussi, si au lieu d'avoir la position angulaire, le θ, on veut la position linéaire sur un écran plat, mais à ce moment-là, on sert de cette deuxième relation-là pour faire le lien entre l'angle et la position. Notez que Y et θ vont toujours se mesurer par rapport au centre du patron. Juste pour vous dire, c'est ce qui était ici, c'est ce qui était fait ici. Donc la frange centrale qui est en plein milieu des deux fentes, elle, son angle ou sa position Y va être 0. Je vous le fais sur un autre schéma ici. Ça, c'est une vue comme du derrière, là, si on veut. Ça, c'est les deux fentes. Le laser entre ici. Donc, on voit que ça, c'est la position Y égale 0. Ensuite, de part et d'autre, on a Y1, Y2, Y3, Y4. Ça, c'est les franges claires. L'autre côté, -1, -2, -3, bon, sont là, mais dites-vous qu'on va toujours travailler avec des variables strictement positives en se disant que le patron est symétrique. De chaque côté, on va avoir les mêmes positions, dans le fond. Notez qu'il y a une autre espèce de patron qui embarque par-dessus. On le voyait aussi dans la vidéo, si vous avez remarqué la vidéo que j'avais demandé de regarder. Ça faisait d'autres petites taches sombres, mais c'est pas important du tout. On n'en traitera pas dans le cours. Petite question pour se pratiquer. Je vous dis qu'on éclaire une paire de fentes dont la distance entre les deux fentes vaut 0,5 mm avec un laser hélium néon dont la longueur d'onde est 133 nanomètres. L'écran est situé à 2 mètres des fentes. Je vous demande premièrement de déterminer la position de la troisième frange claire. Nos équations sont celles-ci. Si ce n'est pas précisé, position angulaire, c'est la vraie position. Là, on veut vraiment la vraie position en mètres ou en centimètres ou en millimètres. Donc ici, nos équations, c'est d sin θ égale m lambda, parce qu'on parle de frange claire. Et vu qu'on vous demande une position normale, position linéaire, si on veut, il faut faire le lien entre l'angle obtenu ici et la position. On commence par trouver l'angle de la troisième frange claire. Donc on isole θ dans cette équation-là. Généralement, on travaille en degrés. Ça ne changerait rien, en fait, là, mais travailler en degrés, là, ça vaut mieux, parce que si je vous demande un angle, on veut des angles qui se mesurent, donc en degrés, ça va très bien. Donc ici, arcsin de 3 lambda sur d, je mets les chiffres qui sont dans le problème, et j'arrive à 0,2218 degrés. Les angles sont très petits, hein? Comme je vous disais, là, on l'a vu, le patron dans la vidéo. Vous, malheureusement, vous n'avez pas fait le laboratoire, là, mais je disais, l'écran est à quelques mètres devant les fentes, puis les positions sont quelques millimètres seulement. Et donc, ça fait des angles, des fois, qui ne sont même pas 1 degré. Pour venir trouver la position Y, L fois tan θ, que je viens chercher de la deuxième équation. J'isole Y et ça me donne 7,60 mm. Si je vous demande maintenant la position de la deuxième frange sombre, l'équation, c'est celle-ci. La seule chose qui change, c'est qu'on met la condition d'interférence destructive. Juste une petite chose importante ici à laquelle il faut penser quand on travaille avec les franges sombres, c'est que la première frange sombre, dans l'équation, on met m égale 0. Parce que c'est possible. C'est toujours de mettre le plus petit. Pour la première valeur possible, on met toujours la plus petite valeur de m possible. Pour les franges claires, le cas m égale 0 correspond à un angle de 0. Si vous faites arcsin de 0 ici, ça va vous donner juste 0. Et ça correspond à la frange claire au centre du patron. Donc, il n'y a pas de différence de marche, c'est la frange claire. Donc, angle de 0, position de 0, c'est une frange claire. En revanche, la première frange sombre sur le côté ici, elle ne peut pas avoir, sa valeur ne sera pas y égale 0. Donc, pour revenir à l'exemple, au deuxième exemple, excusez, ici ça devrait être B, mais bon. Ici, la première frange sombre, on peut mettre m égale 0 dans l'équation.
obtenir une valeur de θ positive. Donc à ce moment-là, il faut penser à m égale 0, ça correspond à une différence de marge de 0,5 lambda. Et pour avoir la deuxième frange sombre, il faut mettre m égale à 1 pour obtenir une différence de marge de 1,5 lambda. Le calcul se fait. Le 1,5 ici, c'est le m plus 1,5 qui donne 1,5 et ça donne une valeur, un coup que tout est calculé, de 3,80 mm. Autre type de question qu'on pourrait vous demander avec ça, c'est l'interfrange. Ça, ici, l'interfrange, ça se trouve être la distance qu'il y a entre les franges. Faites attention, hein, entre frange et fente, c'est deux mots qui se ressemblent, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Fente, ben, c'est le nombre de fentes. Si on avait les fentes de Young, c'est deux fentes dans lesquelles passait le laser. C'est les ouvertures. Je vais peut-être vous remettre le schéma pour vous montrer clairement ce que je veux dire. Ça, ici, c'est les fentes. Donc ici, A et B sont des fentes. En revanche, ce qu'on observe à l'écran, c'est des franges. Je vous le dis parce que j'avoue que c'est un peu... Les deux termes se ressemblent. Ça s'applique au même schéma, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, si on vous demande l'interfrange, on vous demande la distance entre les différentes franges qui ont été produites. Elle est régulière pour des angles qui sont petits, puis ici, il n'y a pas de doute, les angles sont petits. On va voir plus tard qu'avec les réseaux, ça ne sera pas régulier, mais pour le moment, ce n'est pas important. Donc, dites-vous que, vu que la position de la frange centrale, c'est 0, la référence, bien, en trouvant la position de la première frange claire, bon, on vient de trouver ensuite la distance qu'il y a entre chacune des autres franges. Donc ici, faites juste venir trouver la position de la première frange là, puis ça correspond directement à votre interfrange. Mais voilà, c'est tout. Au revoir, merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. Bientôt.